Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une technologie qui a radicalement changé notre interaction avec les machines, les modèles acoustiques. C'est vraiment le moteur, si on veut, l'intelligence artificielle fondamentale qui permet à une machine de comprendre la parole humaine. Alors, on va commencer par une question toute simple. S'est-on déjà demandé comment un assistant vocal ou même un simple service de transcription arrive à transformer nos paroles en texte? Ça paraît magique, hein? Mais derrière cette magie, il y a un défi absolument immense pour l'IA. C'est un vrai défi de traduction entre deux mondes complètement différents, le monde du son et celui du sens. Eh bien, la réponse, elle se trouve au cœur d'un composant essentiel, le modèle acoustique. C'est lui, le moteur. C'est lui qui va traduire les ondes sonores brutes, notre voix en fait, en informations linguistiques que la machine peut enfin comprendre et traiter. C'est vraiment ce pont, cette passerelle entre le son et le sens. Mais alors, pourquoi est-ce si compliqué pour une machine? Après tout, pour nous les humains, ça semble si facile, on n'y pense même pas. La raison, c'est que la parole humaine elle est incroyablement complexe. Elle est pleine de variations, de nuances. C'est bien plus qu'un simple signal audio qu'on enregistre. Pour bien comprendre ce défi, il faut vraiment imaginer la parole non pas comme un signal tout propre, mais plutôt comme un flux super complexe. D'abord, un modèle acoustique doit gérer la variabilité incroyable entre les personnes. On a tous des accents différents, des tons de voix, des vitesses de parole. Ensuite, il faut ajouter à ça tout le bruit de fond, les petits parasites du micro. Et puis, il y a un truc encore plus subtil, ce qu'on appelle les chevauchements phonétiques. C'est quand les sons des mots se mélangent, se fondent les uns dans les autres. Un bon modèle, un modèle robuste, il doit être capable de naviguer au milieu de toutes ces incertitudes. Ok, alors voilà le programme pour cette analyse. On va commencer avec la toute première grande avancée, les HMM, les modèles de Markov cachés. Puis, on verra comment ils arrivent à décoder la parole avec des probabilités. Après ça, on plongera dans la révolution de l'apprentissage auto-supervisé qui a vraiment tout changé. Et pour finir, on regardera comment ces modèles fonctionnent concrètement aujourd'hui et ce que l'avenir nous prépare. Allez, on attaque tout de suite avec la première solution qui a vraiment marché pour la reconnaissance vocale, les fameux modèles de Markov cachés. Il faut savoir que les bases de cette technologie ne sont pas apparues du jour au lendemain, loin de là. Ça s'est fait sur plusieurs décennies. Déjà en 1967, on a l'algorithme de Viterbi qui donne un moyen de deviner la séquence la plus probable d'événements cachés. Quelques années plus tard, en 1970, l'algorithme de Baum-Welch permet d'entraîner ces modèles. Mais le vrai tournant, c'est en 1989. Un tutoriel publié par Rabiner va vraiment faire des HMM la référence pour la reconnaissance vocale, et ce, pendant des dizaines d'années. Bon, alors un HMM, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est un modèle basé sur les probabilités. L'idée de base, c'est que le son qu'on entend, qu'on observe, est en fait généré par une séquence d'unités de son qu'on ne voit pas. Ce sont les états cachés. On peut imaginer que ces états, ce sont les phonèmes. Vous savez, les plus petites briques de son d'une langue, comme B, A, T. Le truc, c'est que le modèle, lui, ne voit pas directement ces phonèmes. Il ne voit que l'onde sonore. Son boulot, c'est de deviner la séquence de phonèmes la plus probable qui a pu produire ce son. L'analogie du détective est parfaite pour ça. Imaginez un détective qui arrive sur une scène de crime. Il n'a pas vu le crime se dérouler. Ça, ce sont nos fameux états cachés. Par contre, il a des indices, des empreintes, des objets. Ce sont les observations. Dans notre cas, les observations, ce sont les caractéristiques du signal audio. Eh bien, le HHM, c'est ce détective. Il utilise les indices qu'il voit pour reconstituer l'histoire la plus probable de ce qui s'est passé, donc la séquence de phonèmes. Ok, maintenant qu'on a le concept, voyons concrètement comment ces premiers systèmes à base de HMM fonctionnaient en pratique. Alors, il faut voir ce système comme une sorte de chaîne d'assemblage, assez complexe. Une étape cruciale là-dedans, c'était la quantification vectorielle. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée est simple. Imaginez qu'on vous donne une photo avec des millions de couleurs et qu'on vous demande de la redessiner, mais avec seulement une boîte de 16 crayons. Forcément, il va falloir simplifier. C'est exactement ce que faisait cette étape. Elle prenait toutes les caractéristiques audio, très riches, et les forçait à correspondre au crayon, au symbole le plus proche dans un dictionnaire limité. C'était une simplification obligatoire pour que le modèle puisse travailler, mais évidemment, ça entraînait une grosse perte d'informations en route. Le processus de reconnaissance en lui-même, c'était en fait un grand calcul de probabilité. Première étape, un nouvel enregistrement vocal est transformé en une suite de ces fameux symboles, simplifiés, nos coups de crayon. Deuxième étape, le système se pose une question pour chaque mot qu'il connaît. Par exemple, quelle est la probabilité que cette suite de symboles ait été produite par mon modèle pour le mot 1 et pour le mot 2, et ainsi de suite. Troisième étape, la décision est toute simple. Le mot dont le modèle donne la probabilité la plus élevée gagne. C'est lui, la prédiction finale.
Et pour l'époque, ça marchait étonnamment bien. Regardez cette matrice de confusion, elle le montre très clairement. La ligne diagonale, c'est toutes les fois où le système a eu bon. On voit ici qu'il atteint une précision de plus de 93%. C'était vraiment efficace. Mais on voit aussi qu'il y a des chiffres en dehors de la diagonale. Ce sont les erreurs. Ce n'était donc pas parfait, et cette imperfection venait souvent de cette fameuse perte d'information dans les premières étapes du processus. Et tout ça, ça nous amène au vrai tournant, à la révolution qui a tout changé dans l'histoire de la modélisation acoustique, l'apprentissage auto-supervisé. Parce qu'il y avait un vrai problème avec l'approche HMM. Toute cette chaîne d'assemblage en plusieurs étapes, c'était très fragile. Une petite erreur au début pouvait se transformer en une énorme erreur à la fin. Et surtout, il fallait des quantités gigantesques de données audio, transcrites à la main par des humains. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qui prend un temps fou à produire, surtout si on pense aux langues qui sont moins parlées. Et c'est là que l'apprentissage auto-supervisé entre en jeu. Et c'est un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on change complètement la façon de penser. L'idée, c'est de laisser le modèle se débrouiller tout seul. On lui donne des milliers d'heures d'audio brut, sans aucune transcription, et on le laisse apprendre les structures fondamentales de la parole. Comment ? Le modèle se donne lui-même des petits exercices. Par exemple, il va masquer un petit bout de l'audio et essayer de deviner ce qu'il y avait, juste en se basant sur ce qui vient avant et après. Cette nouvelle approche est parfaitement illustrée ici. Les modèles modernes, comme le fameux Wave2Vec 2.0, n'ont plus du tout besoin de cette chaîne d'assemblage compliquée qu'on a vue avant. Fini le pré-traitement, la simplification, ils apprennent des représentations vraiment puissantes, pleines de contexte, directement à partir du son brut, de l'onde audio. On appelle ça une approche de bout en bout. C'est beaucoup plus simple et, disons-le, bien plus élégant. Alors, mettons les deux approches face à face. C'est très parlant. D'un côté, le pipeline HMM, un processus complexe en plusieurs étapes qui demandait des caractéristiques audio conçues à la main par des experts et qui était totalement dépendant des données transcrites. De l'autre côté, l'apprentissage de bout en bout, un seul modèle, unifié, qui apprend tout seul ses propres caractéristiques et, c'est le point clé, qui peut se nourrir d'immenses quantités d'audio brut non étiqueté. Résultat, il est bien plus robuste et bien plus performant. Et les résultats, eh bien, ils sont tout simplement spectaculaires. Pour vraiment mesurer l'impact de cette révolution, il suffit de regarder un seul chiffre. Le voici, 4,8%. Alors 4,8%, ça ne dit peut-être pas grand-chose comme ça. Mais ce qui rend ce chiffre complètement fou, ce n'est pas le nombre en lui-même, c'est son contexte. C'est le taux d'erreur de mots sur un test de référence. Et ce résultat a été obtenu en utilisant seulement 10 minutes de données transcrites pour peaufiner le modèle. 10 minutes. C'est 100 fois moins de données étiquetées que ce qu'il fallait avant pour avoir des performances à peu près similaires. C'est la preuve ultime, la démonstration de force de cette nouvelle approche. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on utilise ces modèles modernes dans les applications de tous les jours ? En gros, il y a deux manières principales de les déployer. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle l'ASR à contexte complet. Pensez à un mémo vocal. On enregistre tout le message et seulement après, on appuie sur « Transcrire ». Là, le modèle reçoit tout l'enregistrement d'un seul coup et peut l'analyser en entier. Le deuxième mode, qui est techniquement plus complexe, c'est l'ASR en streaming. Ça, c'est la dictée en temps réel. Le modèle doit transcrire au fur et à mesure que les mots sortent, en traitant des tout petits bouts d'audio, tout en se souvenant de ce qui a été dit juste avant pour garder le contexte. On a fait un sacré chemin quand on y pense. Des premiers modèles statistiques des années 80 jusqu'à l'intelligence artificielle autosupervisée d'aujourd'hui. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça et surtout, vers quoi est-ce qu'on se dirige ? Alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels. D'abord, les modèles acoustiques, c'est la pierre angulaire de tout. C'est l'IA qui fait le pont entre le son et le texte. Ensuite, on est passé des vieux modèles HMM, qui étaient très rigides et basés sur des règles créées par des humains, à la grande révolution de l'autosupervision. Là, le modèle apprend tout seul à partir de l'audio brut. Et c'est ce changement fondamental qui a permis les gains d'efficacité et de précision incroyables qu'on connaît et qui rendent possible toute la technologie vocale qu'on utilise sans même y penser aujourd'hui. Et on va se quitter sur une question un peu plus philosophique. Nos machines, aujourd'hui, elles ne font plus que transcrire. Elles commencent vraiment à écouter, à saisir le contexte, les nuances. Alors que leur capacité d'écoute se rapproche et parfois même dépasse les nôtres, la manière dont on interagit avec elles, et peut-être même entre nous, est sur le point de changer du tout au tout. La question, c'est comment la conversation elle-même va-t-elle évoluer ? C'est une excellente question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.